Avant de tourner cette vidéo, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience que euh, depuis que je partage des vidéos, je ne m'étais jamais réellement présentée. Alors je voulais pallier à ça et me présenter un peu plus conformément, je vais dire. Donc je m'appelle Christelle Duprat, j'ai 51 ans, je vis dans le sud-ouest de la France et j'ai toujours plus ou moins travaillé depuis pas mal d'années dans le secteur de l'accompagnement, de l'aide à la personne, le secours à la personne au travers du secourisme. Et depuis quelques années, c'est ajouté, je dirais, à, à mon travail l'énergétique, l'ésotérique, euh, au travers de mes capacités médiumniques. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur moi et je pense que à la fin de la vidéo, vous en saurez encore davantage. Il y a quelques semaines, je me suis effondrée. De gros stress traumatiques ont refait surface et ont provoqué chez moi des attaques de panique, de grosses crises d'anxiété allant jusqu'à la perte de connaissance et j'en passe. Donc, à côté de ça, vous avez pu constater que depuis la création de ma chaîne, le contenu publié a changé et pour cause, l'emprise de personnes de mon cercle familial perverse narcissique, pardon, les manipulations subies, le dénigrement implicite de mon travail ont fini par m'user jusqu'à ce que je m'écroule. Je m'excuse, je risque de bugger parce que c'est un sujet qui est assez complexe pour moi à aborder aujourd'hui. Donc je m'excuse par avance. Et en fait, aujourd'hui, après avoir un peu récupéré, il était pour moi important de vous partager les caractéristiques des informations sur ces familles pervers narcissiques, sur ces prédateurs, prédatrices. Car comme je voulais un peu vaguement exposer, je connais bien le sujet pour l'avoir vécu et avoir été leur victime de nombreuses années. Je suis née dans une famille où le père était dominateur et pervers narcissique. J'ai une mère soumise car terrifiée, une sœur manipulant le tout, perverse narcissique, et moi je me retrouvais sur le côté observant tout ça, désemparée et impuissante. Vous savez, ce qu'on appelle communément le mouton noir de la famille. En fait, j'ai subi plusieurs gros chocs traumatiques qui m'ont amené à souffrir de longues années du syndrome de Stockholm, de déni, de ce père pervers narcissique, ainsi que le déni de cette sœur perverse narcissique. Et après avoir épousé, vécu plus de 20 ans avec une personne perverse narcissique, subi des violences en tout genre, après avoir répété ces schémas douloureux et vécu des trahisons, des jalousies amicales, féminines, multiples et diverses, perversions féminines, familiales, je suis enfin sortie du déni. J'ai fait les liens entre le fait de m'être structurée, construite au sein de cette famille de prédateurs manipulateurs et le fait de revivre au travers de ces relations ce qui m'avait construite finalement. Euh, donc aujourd'hui, si je vous raconte un bout de mon histoire, c'est parce que je pense que nous sommes nombreux dans ce cas-là et qu'il est temps que ça s'arrête, que tous ceux qui se sont tus ou qu'on en a fait taire prennent la parole pour dénoncer ces malversations qui se déroulent au sein de ces familles. En tout cas, j'ai l'espoir que mon histoire et les informations qui vont suivre pourront parler à d'autres comme moi,
qui doutent encore de ce qu'elles ont vécu, qui se sentent perdues dans une relation toxique avec un prédateur ou une prédatrice. C'est aussi une manière pour moi de tourner la page, de dire à l'enfant que j'étais, que tout ce qu'elle a vécu était bien réel et de rappeler à ceux qui traversent ce genre de situation qu'il y a un chemin vers la lumière et qu'ils ne sont pas seuls. Et également, j'ai remarqué également, un point commun entre les victimes d'un clan familial perverse et une victime homme d'une prédatrice. C'est qu'il y a une très grosse blessure du silence. Alors attention, je ne dis pas qu'une victime femme d'un prédateur, d'un pervers narcissique ne porte pas cette blessure du silence. Non, c'est pas du tout ça. Je parle en termes de force, d'ampleur et de puissance de cette blessure ressentie, de cette honte qui amène à terre des violences. C'est comme si cette honte était encore plus puissante du fait que ce soit un homme victime d'une femme, comme si de par sa composition physique, cela pouvait être ridiculisé, voire inaudible, ou pire encore, qu'il finisse par être accusé à tort d'être un pervers narcissique, dans le cas d'une femme pervers narcissique. Vous voyez ce que je veux dire? Quand une famille pervers narcissique le fait, aux familles qui sont pervers narcissiques, le fait de porter le même nom que ces prédateurs, ça peut porter à confusion. Ça peut nous amener à être associés à leurs méfaits en se retrouvant à devoir porter leurs responsabilités, leur fardeau à leur place, sans jamais avoir été comme eux. C'est en fait être à la double fois victime dans ces cas-là, bien souvent. Et il y a aussi le fait que ces familles fonctionnent par un système clanique qui les soude les uns aux autres. Donc, quand on essaye de s'en sortir, nous avons affaire non pas à un seul agresseur, mais à tout un clan qui se retourne contre soi. Et c'est bien souvent une parole contre plusieurs voix de manipulateurs qui sont des maîtres dans l'art du contrôle. Et c'est là que l'on peut remarquer que la blessure du silence est très puissante, tout comme la honte ressentie. Lorsque j'ai voulu dénoncer des comportements familiaux, moi-même, qui étaient toxiques, ça m'est déjà arrivé qu'on me réponde au lait du praté, et en fait, ça clôturait toute discussion possible. En fait, ça faisait, voilà, c'est fini. D'autre part, bien souvent, les victimes se sentent trahies, pas seulement par le ou les prédateurs, mais également par l'entourage amical, professionnel, sentimental, etc. Car il reste toujours des questionnements, mais comment pouvait-il ou pouvait-il ne pas voir ce qui se passait? Comment pouvait-il ignorer ce que je vivais? En fait, il y a cette grosse colère, cette rage, parce que voilà, c'est puissant. Et en même temps, à côté de ça, il faut reconnaître qu'on se taisait, qu'on se tait, on arrête de parler, car à quoi bon parler quand personne ne semble prêt à entendre? Et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que votre voix peut être entendue, vous n'êtes pas seul. Dites-vous aussi que si un pervers narcissique, une pervers narcissique vous a choisi, c'est que vous avez quelque chose qu'ils n'auront jamais. Vous avez une grande force que vous ignorez certainement. Eux, ce genre de personnes, ils sont faibles. Ils ont un quotient émotionnel nul. D'accord? Et il faut savoir autre chose, c'est que à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de personnes qui se suicident poussées par des pervers narcissiques encore aujourd'hui. Et je ne trouve pas ça juste. Ça me révolte. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous partage ces descriptifs de ces systémies, de ces systèmes de perversion familiale clanique pour que vous puissiez les identifier. Et ce n'est pas mes écrits. Je vous laisse sous la vidéo toutes les sources et les liens vers ces personnes, vers des vidéos qui pourront également vous aider et vous permettre de faire un peu le tri et peut-être aussi vous rassurer parce que quand on se retrouve dans des situations comme ça, on a aussi besoin d'être rassuré. Donc,
je commence par vous parler du pervers narcissique dans la famille. Alors, on peut être victime de ce type de famille pervers narcissique de plusieurs manières, en y entrant par le biais d'une union, ou pire, en y naissant, sans pour autant être atteint du trouble commun au reste de la cellule familiale. Ce système toxique dépasse largement le cas d'un manipulateur isolé. C'est tout un clan qui fonctionne selon les règles de perversion. Un système clanique. C'est le trouble pourra être partagé par les parents et s'étendre à certains membres de la fratrie sans que cela soit le cas pour tous. Il y a toujours un dominant au sein de ces familles, mais pas de membres attirés par ce rôle. Parfois, le problème peut venir d'un oncle, d'une tante, d'un grand-parent, d'un cousin, d'une cousine. Ces fonctionnements en meute, c'est un système tribal, car la structure familiale est dirigée par un chef pervers dominant. Les membres respectent une hiérarchie qui les met aux ordres de leur chef. Il y a un besoin que l'on admire et que l'on les encense perpétuellement. Le rôle des membres d'une famille manipulatrice est donc de servir le chef. La transmission du pouvoir se fait de façon à ce que ce système clanique d'une telle famille exige que son chef désigne un héritier. C'est celui ou celle qui va transmettre symboliquement son pouvoir de manipulation. Cet héritier ou héritière deviendra plus tard à son tour l'homme ou la femme forte du clan. La transmission peut se faire par modélisation de l'enfant. L'enfant observe et imite. Soit par privilège, l'enfant doré reçoit le traitement de faveur. Soit par alliance, l'enfant devient complice du parent. Soit par corruption, on lui apprend à manipuler les autres membres. Les caractéristiques de ces familles-là sont qu'elles ont un goût pour l'argent et les apparences très développé. Il y a aussi le fait que le silence sur soi et les secrets de famille sont très présents. Il y a une haine de la différence, l'exclusion de ce qui appartient pas au clan également, la méfiance de ce qui vient de l'extérieur. Ils sont très méfiants de ce qui vient de l'extérieur. C'est un fonctionnement qui se rapproche des sectes. Au-delà de ça, il y a une illusion de bonheur qui est permanente. Ils veulent donner à croire que les membres sont heureux et unis entre eux, alors qu'ils sont tenus par des liens de dépendance. L'individualité de chacun étouffée très tôt au profit de la personnalité écrasante d'un chef. À l'extérieur, il présente une façade d'une famille irréprochable, des enfants bien élevés, des fêtes familiales joyeuses, une image de respectabilité, mais derrière le décor règne, c'est la peur du chef. La peur du chef, les alliances secrètes, les trahisons, les humiliations à micro et l'interdiction de parler de ce qui se passe surtout. Ça, c'est surtout très très important. Donc l'organisation, comment elle se fait? Il y a un chef qui est le dominant. Alors il détient le pouvoir absolu, distribue le rôle aux autres, il peut changer de règles à sa guise. Tout le monde doit le servir et l'admirer. Ensuite, on a l'enfant héritier, qui est aussi l'enfant doré. Donc, c'est celui qui a été choisi pour reprendre le flambeau. Il bénéficie des privilèges, il est complice du chef, il apprend les techniques de manipulation et il participe parfois aux humiliations des autres. Et puis ensuite vient le bouc émissaire. C'est l'enfant sacrifié, sur lequel se déversent les frustrations du clan. Il est systématiquement critiqué, ses réussites sont minimisées ou niées, il porte la responsabilité des problèmes familiaux, il est celui que le clan a choisi pour devenir fou à leur place. Ensuite, il y a les exécutants, qui obéissent au chef par peur ou intérêt. Ils participent passivement à l'exclusion du bouc émissaire, ils ferment les yeux sur ce qui se passe, n'osent pas s'opposer au système et à ce que subissent les victimes. Et les victimes sont étrangères à ce clan et en deviennent très tôt esclaves parce qu'elles refusent
d'être au service de ce chef, du chef, et elles font l'objet d'un rejet des autres membres également. La souffrance est multipliée, les blessures de trahison vécues auprès des autres membres de la famille dont on aura vainement cherché le soutien sera cuisante. Plus que la victime d'un seul parent destructeur, la victime d'une famille perverse narcissique vit prisonnière d'un enfer. Elle fait face à la perversion vécue comme normale ou normative dans un contexte clos où tout le monde la pratique. Le sort des boucs émissaires, je dirais que le sort des enfants de manipulateurs qui grandissent très tôt, dans la peur de leurs parents toxiques, y compris frères et sœurs, vivent de l'harcèlement continu avec des colères imprévisibles, des blessures et des humiliations et une solitude absolue. Il faut savoir qu'un parent toxique exerce une véritable emprise sur un enfant en le persuadant très tôt qu'il pense à sa place et fait de lui son jouet. Dans le cas d'une famille toxique, c'est tout le clan qui va se relayer dans ce rôle. Donc c'est le difficile chemin de la prise de conscience. Accepter d'être vraiment seul au monde, être capable de se reforger entièrement des repères. Et cela pose un réel problème identitaire relatif aux questions de ses origines. Difficultés qui font bien souvent reculer, ralentir le processus de prise de conscience, le déni, ce qui a été le cas pour moi. Il y a également des techniques de rétention, parce que c'est difficile de fuir ces familles-là. Elles ne lâchent pas facilement leur proie. Et parmi les techniques de manipulation, on retrouve la culpabilité, du style « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Il y a aussi l'appel aux devoirs filiaux, aux liens de sang. Il y a aussi les menaces par rapport aux héritages, aux ruptures définitives. Il y a le chantage affectif, les maladies, la fragilité, la feinte aussi. Il y a l'instrumentalisation des événements familiaux également. Et je dirais que après la fuite, il y a encore le combat. Le combat, il continue parce que la famille perverse, répugne à lâcher sa proie et la poursuit longtemps dans sa vaine lutte. Donc, elle tente de s'immiscer dans sa vie pour briser tous ses accomplissements personnels, que ce soit ses unions. Il y a une tentative de sabotage du couple de différentes façons. Son foyer, ils vont essayer de s'immiscer dans le foyer, créer des conflits. Dans le travail, ça va être par rapport aux calomnies, ce que j'ai pu vivre, de la pression aussi. Au niveau des enfants, il peut y avoir des tentatives de manipulation, c'est ce que j'ai vu. Et voilà, ma sœur perverse narcissique a essayé et essaye toujours de manipuler mes enfants. Donc, se préserver exige de fuir, exige aussi d'accepter la rupture et demande de faire le deuil. Il est nécessaire de se créer une nouvelle famille pour pouvoir vraiment créer ses racines. Nécessaire de travailler avec un thérapeute spécialisé justement dans ce genre de système-là. Comprendre les mécanismes du système familial, identifier les schémas reproduits, soigner les blessures profondes, apprendre à poser des limites, se reconstruire une identité propre. Donc, conclusion, sortir du coin. La libération est possible. Elle passe par la reconnaissance de ce qui s'est passé, l'acceptation de la rupture nécessaire, la construction patiente d'une nouvelle vie. Et sachez que vous n'êtes pas ce que la famille a fait de vous, vous êtes ce que vous choisissez de devenir. Et c'est bien pour ça aussi que vous n'avez pas choisi peut-être de partir dans la même direction que ces perverses, cette famille perverse. Ensuite, je voulais aborder
le fonctionnement des relations toxiques entre frères et sœurs, comprendre les conflits fraternels, leurs effets et comment s'en libérer pour trouver un équilibre émotionnel. Donc les relations entre frères et sœurs sont souvent idéalisées, on les imagine solides, protectrices, indélébiles, mais dans de nombreuses familles, ces liens sont marqués par la rivalité, la jalousie, la domination, la souffrance silencieuse. Lorsqu'un lien fraternel devient source de mal-être, de culpabilité ou d'épuisement émotionnel à chaque rencontre, on parle alors de relations toxiques fraternelles. Ces relations sont parfois difficiles à reconnaître car elles s'inscrivent dans une histoire commune chargée d'émotions, de loyauté et de non-dit. Quand la relation fraternelle devient toxique, je dirais qu'une relation fraternelle n'est pas toxique parce qu'il existe des conflits, des désaccords, font partie de toute relation humaine. Elles deviennent lorsque le lien est durablement déséquilibré et qu'il génère un sentiment de mal-être, de domination, d'injustice ou d'infériorité. Ça peut se manifester par une rivalité persistante qui ne s'apaise jamais, un rapport de domination ou de contrôle, des critiques récurrentes et des remarques blessantes, une jalousie constante, un sentiment de devoir se justifier ou se défendre en permanence. Dans ces cas, la relation est marquée par une compétition implicite, alimentée dès l'enfance, parfois renforcée par le regard ou les attentes des parents. Des rôles qui s'installent dès l'enfance au sein d'une fratrie. Chacun prend souvent une place bien précise, l'enfant responsable, celui qui réussit, celui qui fait des vagues, celui qu'on protège, celui qu'on oublie. Avec le temps, ces rôles peuvent se figer et devenir source de tension à l'âge adulte. L'un peut se sentir constamment comparé, dévalorisé ou ignoré, tandis que l'autre peut inconsciemment s'installer dans une position de supériorité ou de contrôle en prenant toute la place. Ces dynamiques ne sont pas toujours conscientes, mais elles influencent profondément la manière dont les frères et sœurs interagissent. Une souffrance souvent minimisée. L'une des difficultés majeures des relations fraternelles toxiques est qu'elles sont rarement reconnues comme telles. Il est courant d'entendre « c'est normal, les chamailleries entre frères et sœurs, tu exagères, il n'est pas si ceci, cela ». La famille c'est sacré, il faut savoir passer à autre chose, grandis un peu. En fait, toutes ces injonctions poussent souvent à taire son ressenti, à banaliser ce qui fait mal et à continuer à supporter une relation déséquilibrée au nom du lien familial. Ça m'est arrivé, moi, personnellement, ma mère entend me dire « mais elle est pas si méchante que ça ». Et cette phrase, je l'ai réentendue il y a quelques mois, un an à peu près, quand j'ai revécu la même situation familiale, pas avec les mêmes personnages, mais avec des mêmes membres de la famille, et que ma tante me dise, elle est pas si méchante. En fait, vous voyez, c'est des reproductions, c'est des injonctions qui finissent par vous faire taire, hein, taire votre ressenti. Pourtant, une relation qui fait souffrir de façon répétée mérite d'être questionnée, même lorsqu'elle concerne un membre de la famille. Pour savoir les effets à long terme d'un frère ou d'une sœur toxique, peut laisser des traces profondes, notamment une difficulté à s'affirmer, un sentiment d'illégitimité, une peur du conflit, une tendance à se suradapter, une fatigue émotionnelle chronique. Certaines personnes continuent à revivre dans leur vie relationnelle adulte les mêmes dynamiques de domination, de culpabilité, que ce soit dans leurs relations amoureuses, professionnelles ou amicales. C'est ce dont je vous parlais que personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, peut-on prendre de la distance avec un frère ou une sœur toxique sans rompre? Se protéger ne signifie pas forcément couper les ponts. Il peut s'agir de mettre de la distance émotionnelle, de limiter certains échanges, de cesser d'attendre de l'attention ou de la compréhension, simplement de redéfinir la relation. Mais la plupart des cas, la mise à distance plus nette est nécessaire pour préserver son équilibre. Mais chaque situation est unique.
et il n'existe pas de solution universelle. Ce qui compte avant tout, c'est de se respecter et de reconnaître ce qui est juste pour soi. En conclusion, je dirais que les relations fraternelles toxiques sont plus fréquentes qu'on ne le pense, mais souvent passées sous silence, et elles peuvent pourtant avoir un impact profond sur la construction personnelle et la manière d'entrer en relation avec les autres. Donc, mettre des mots sur ce que l'on vit, reconnaître ses limites, s'autoriser à prendre soin de soi sont souvent les premières étapes vers un apaisement durable. Euh, euh, Souvent, elle est construite par cette violence. Elle est construite sur une base de transmission transgénérationnelle de la violence. Il y a une banalisation du mal sur un modèle d'endoctrinement de type sectaire, voyez. Donc ça c'est à prendre en compte. Maintenant, j'aimerais un peu rentrer un peu plus dans le descriptif de la perversion narcissique. Donc, la perversion narcissique est une personnalité séductrice et charismatique. Donc, cette séduction est présente en public constamment, car le pervers ou la pervers narcissique contrôle chacune de ses paroles, chacun de ses gestes, pour hypnotiser son auditoire, persuadé et remporter le pouvoir. Donc, il y a une obsession du pouvoir qui lui permet d'être un fin calculateur capable de dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre, à seule fin de l'envahir psychiquement et de prendre le contrôle de son esprit. Cette colonisation de la conscience, de sa proie, se fait par un envahissement rapide qui ne laisse pas le temps de penser, de prendre du recul, de faire preuve d'esprit critique à l'égard de ce qui se passe. Le pervers narcissique envahit l'autre tant par son flot de paroles, notamment les flatteries, la recherche de points communs, que par ses offres de protection, son comportement de sauveur, etc. Mais en réalité, il ne cherche pas réellement à aider autrui. Il est tout sauf altruiste. Sous l'apparence d'une personne affichant des valeurs, il n'en a aucune. Il met en confiance son interlocuteur, stratégie qui vise à endormir sa proie pour mieux la maîtriser. Et je vous assure qu'il y en a qui sont très doués, et notamment des femmes. Il ne peut écouter l'autre réellement car son ego surdimensionné le rend totalement autocentré, incapable d'empathie, de se mettre à la place de l'autre, incapable de satisfaire son besoin ou son désir. Il préfère se positionner en victime, ça ils adorent se positionner en victime. Inverser les rôles pour ne pas prendre la responsabilité de la relation de destruction qui s'installe. Il se fait facilement passer pour la victime car il contrôle tout et joue très bien la comédie. Insatisfait, psychorigide, il ne cherche qu'à accroître son pouvoir social, financier, matériel car il est en état de survie. Par ses exigences, une discipline de fer, un mode de vie spartiate, il exploite autrui. Il refuse le dialogue et toute remise en question menaçant la volonté de toute puissance. Il maltraite l'autre sans s'excuser, souffle le chaud et le froid, en sentant jusqu'où il peut aller dans la destruction pour garder le pouvoir également. Cet état de survie se manifeste par une dissociation complète de son vécu intérieur, un déni des conflits profonds. Cette dissociation lui a permis de survivre à des traumatismes d'enfant, parce que oui, le pervers narcissique a des traumatismes d'enfant. Et au départ, c'est ça qui peut nous attirer, et on se dit, oh, il a souffert, donc voilà, il peut pas, comme s'il pouvait pas nous faire souffrir autrui, quoi. Ben si, parce qu'il est pas dans la même optique. Après avoir séduit sa proie, il peut exercer sur elle une emprise durant laquelle il exerce un harcèlement moral au quotidien, de la violence psychologique en privé. Cet harcèlement vise à affaiblir la victime par la dévalorisation, la culpabilisation, la menace, le chantage et l'isolement. L'insulte, l'ironie, la moquerie, le silence boudeur en culpabilisant. Il y a de la violence verbale qui peut être accompagnée de violence physique, sexuelle, économique, ça dépendra.
Cet affaiblissement lui permet aussi d'exploiter la victime et de la détruire. Il jouit de sa destruction et ne supporte pas ces manifestations de joie, de bien-être, puisqu'il est réduit à une insatisfaction chronique. Donc, la transmission, transgénérationnelle de la perversion narcissique. Alors, cette personnalité prend ses racines dans l'enfance, dans un milieu familial ou fonctionnement sectaire. Un parent a adopté le rôle de gourou et endoctrine la famille, exerçant un lavage de cerveau sur ses membres. Il leur inculque le sacrifice de soi, la dureté, l'insensibilité, la volonté de ne compter que sur soi pour survivre dans un monde hostile. Il exerce 5 formes de violence sur ses enfants: le rejet, la mise sous terreur, l'isolement, l'exploitation et la corruption, la négligence affective. Il prive affectivement pour accroître la dépendance des enfants et les menacer d'abandon ou de rejet s'ils ne sacrifient pas leur moi sur l'autel du parent gourou. Celui-ci contrôle leurs pensées, nie leurs émotions, interdit toute autonomie. Il interdit surtout la colère envers lui, en présentant ce contrôle comme une mesure de protection. L'enfant croit que c'est pour son bien, apprend à nier ses émotions et ses besoins, il intériorise le parent agresseur, séducteur et le protège pour éviter le rejet, ce qui est l'équivalent d'une mort à un certain âge. Il développe le syndrome de Stockholm, il se sacrifie, il est utilisé comme faire-valoir, enfant parfait, bras armé du parent pervers narcissique. Le parent gourou peut se comparer en copain, sans règle stable, ou en tyran, selon les humeurs et ses désirs. Mais si l'enfant refuse de se sacrifier, il devient le bouc émissaire du parent gourou. Le parent gourou peut exercer toutes les violences sur ses enfants comme sur son partenaire, qu'elles soient psychologiques, verbales, sexuelles, économiques ou physiques. L'enfant terrorisé souffre de stress chronique, de stress post-traumatique, comme je peux souffrir, et en grandissant s'autodétruire, donc avec des mécanismes d'auto-sabotage liés au déni de la colère. Cette autodestruction peut pousser vers des comportements à risque addictifs. Donc ça peut être l'anorexie, la boulimie, les jeux vidéo à outrance, les drogues, l'alcool, le tabac, ça peut être plein de choses. Donc n'étant pas reconnu et aimé pour lui-même, cet enfant ne sait pas reconnaître les autres, leur faire des compliments, reconnaître leurs différences, et en s'identifiant aux parents pervers narcissiques, il harcèle certains enfants à l'école, un frère, une sœur, les animaux, le professeur devient leader pour maltraiter et dominer. Mais il peut charmer la plupart des gens en public comme son parent gourou et devenir populaire. Ou bien, il s'identifie aux parents victimes et refuse de devenir si dur et maltraitant. Voilà, vous voyez, il y a des enfants qui ne vont pas forcément être pervers narcissiques. Il y en a d'autres qui vont choisir d'être dans le sacrifice comme un de ses parents. C'est le cas s'il veut préserver sa sensibilité, ses capacités d'empathie. Il tente de protéger l'autre parent, consciemment ou inconsciemment. J'en avais pas conscience que je voulais protéger ma mère, et ça pendant des années. Donc, finalement, il devient la cible du parent gourou. Il risque d'évoluer vers une attitude de sauveur sans prendre soin de de ses émotions, de ses besoins. Manquant de reconnaissance, il croit trouver une identité dans l'aide à autrui, ce qui fait de lui une proie facile pour d'autres pervers narcissiques à l'âge adulte. Le manque d'identité de ces enfants les rend vulnérables pour les sirènes de toute forme de secte et de gourou une fois adultes. Manquant d'esprit critique ou trop empathique, l'enfant ne se respecte pas, n'arrive pas à dire non et à se protéger. Il est facilement manipulable car il n'est pas ancré, centré sur ses émotions, besoins et désirs. Donc, pour sortir de la transmission, de cette transmission transgénérationnelle, il va être nécessaire de aider l'enfant à se centrer. Donc, si vous avez vécu ça et que vous êtes à l'âge adulte, voilà, c'est peut-être pour vos enfants qui, si comme moi,
vous êtes marié, vous avez rencontré un pervers narcissique avec qui vous avez fondé une famille, eh bien, voilà. Après, c'est aussi à nous d'aider ces enfants nés d'une union avec un pervers narcissique. Donc, aider l'enfant à se centrer, à être ancré dans son corps, dans ses émotions, ses besoins, ses désirs, hors de la relation aux parents bourreaux, peut, peut encourager celui-ci à construire son identité mise à mal. Inculquer à cet enfant les valeurs fondamentales, de servir de modèle pour l'amener à sortir de la banalisation du mal que le parent gourou pratique au quotidien. Mettre des limites fermement, ne pas céder aux pressions psychologiques de l'enfant ou du parent gourou, et se respecter peut aider cet enfant à reconnaître et à respecter également ses limites. Engager un dialogue constructif avec lui peut lui apprendre que la communication peut être basée sur la bienveillance et la prise de responsabilité de ses besoins, de ses émotions, de ses actes, pour négocier avec autrui dans le respect. Nommer des comportements inacceptables de l'enfant, que ce soit des violences ou des comportements manipulateurs, expliquer leurs conséquences en termes de menaces pour la relation de confiance et de sécurité, peut l'encourager à dialoguer dans l'authenticité, l'encourager à identifier derrière ses jugements et ses douleurs physiques, les émotions et les besoins frustrés, va aider à être plus bienveillant envers lui-même, plus aimant et doux envers ce qu'il ressent, lui donner l'affection, les mots doux dont il a besoin pour se sentir aimé, sécurisé dans un lien d'attachement, va l'aider à grandir malgré le manque d'amour du parent gourou, parce qu'un parent pervers narcissique est incapable de donner de l'amour. Soutenir ces initiatives pour être autonome, responsable et libre peut l'inciter à refuser l'identification à laquelle le parent gourou le pousse. Identification à l'agresseur, adoption de croyances limitantes sur lui, t'es bête, t'es nul, tu n'y arriveras pas, tu ne sais rien faire seul, etc. En tout cas, ce soutien l'autorise implicitement à se donner le droit de penser et de ressentir par lui-même, de développer son projet de vie, qui n'est pas la projection du désir de son parent gourou sur lui. Être un modèle d'ouverture sur le monde, sur la différence, peut aider à sortir de la méfiance, du culte de la force et du pouvoir inculqué par le parent gourou. Donc, c'est vrai que les enfants n'y sont pour rien. On a été enfant, peut-être, enfin, vous me direz si cela vous parle et tout, mais quand on a été enfant de pervers narcissiques, on n'a pas envie que nos enfants, on a envie d'aider nos enfants à ce qu'ils puissent ne pas revivre ce qu'on a vécu. Pour finir, j'aimerais vous parler et vous partager un texte donc d'une psychothérapeute, Madame Calonne, que vous retrouverez sur YouTube. Je vous mettrai toutes les descriptions en dessous de la vidéo, qui a écrit notamment un texte pour décrire un peu la femme perverse narcissique, et je voulais vous le partager parce que je trouve que la perversion féminine est un poil encore plus machiavélique que l'homme. Et on connaît les deux. Mais après, voilà, c'est juste mon ressenti. Donc, la femme perverse narcissique est une femme phallique, castratrice dans sa relation à l'autre. Elle exerce une emprise sur autrui d'une manière plus sournoise que l'homme pervers narcissique, car elle utilise les stéréotypes sociaux pour manipuler, séduire, dominer, exploiter et détruire. Il s'agit du stéréotype de la femme sacrifiée, dévouée et humble, avec l'apparence de haute valeur morale, ou bien elle recourt au stéréotype de la femme enfant, fragile, malade, ou encore elle se présente en femme fatale pour exercer son emprise à travers la sexualité. Ses armes de séduction visent à amener l'autre dans ses filets pour ensuite l'exploiter, le dominer et le détruire. Machiavélique comme l'homme pervers narcissique, elle recherche toujours plus de pouvoir grâce à la maîtrise des techniques de communication à des fins destructrices. Elle harcèle moralement
sa proie afin de détruire son identité sans empathie, sans culpabilité. Elle attaque plus sournoisement sa proie grâce au mensonge et aux fausses accusations. Comme elle joue bien la comédie des émotions, elle peut se faire de nombreux complices pour achever son œuvre destructrice. Affaiblie, en burn-out, voire en dépression, la proie isolée et exploitée, la femme pervers narcissique pousse l'autre au suicide. Elle n'a que l'apparence du féminin car en réalité elle voue comme l'homme pervers narcissique un culte à la virilité et nie toute expression du féminin en elle, toute vulnérabilité, toute sensibilité, toute forme de connexion émotionnelle à l'autre. Elle se venge ainsi de son passé et des abus qu'elle a pu subir. Donc voilà, derrière une façade parfois avenante de la femme pervers narcissique, cette façade plutôt, pardon, avenante de cette femme pervers narcissique, derrière, on peut voir un profil, se profiler, je dirais, son caractère tyrannique. Et on peut ressentir une gêne qui s'installe dans la relation, car quand le partenaire il commence à se mettre à douter de ses sautes d'humeur, de son agressivité, en fait, elle déploie tout un attirail de la manipulation mentale, mensonge, dénigrement, dévalorisation, culpabilisation, et euh, et elle exploite les armes traditionnellement associées à la féminité, c'est-à-dire la séduction, la victimisation, la manipulation émotionnelle et le contrôle par les enfants. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous mettrai des liens de personnes qui, que ce soit des coachs, des psychothérapeutes, qui sont spécialisés dans ce genre de situation. Les personnes que je trouve qui donnent de très bons conseils, qui donnent des très bons exemples, qui permettent de cheminer, d'avancer, de se libérer de certaines emprises. Après, voilà, sachez qu'il y a des personnes qui sont spécialisées, des personnes qui sont passées par là, et parce que des fois, on rencontre des personnes ou alors on va demander de l'aide à des personnes et on se rend compte que on n'est pas entendu et on n'est pas pris au sérieux et on ne croit potentiellement pas. Et c'est important. Vous avez aussi un site perverse-narcissique.com qui vous donne énormément d'informations. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et n'hésitez pas non plus aussi à me dire si les choses dont je vous ai parlé, vous les avez connues. Euh, N'hésitez pas à témoigner, à partager. En tout cas, vos partages, vos témoignages sont les bienvenus. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis un peu maladroite. Pour moi, c'est vous en savez un peu plus sur moi. C'est difficile de faire des vidéos, de tourner des vidéos, de me montrer. Je me suis toujours cachée, je me suis toujours fait toute petite. Et du coup, mon chemin, c'est justement de plus me cacher et de, de me montrer et montrer ce que mes capacités, ne plus les ignorer et les cacher non plus. Donc voilà, c'est mon chemin. Donc je suis remplie de maladresse, mais voilà, le cœur y est, sachez-le. Et, euh, et j'espère de plus en plus que vous allez pouvoir percevoir derrière un peu cette forme de protection, l'authenticité qui se cache derrière, mais qui justement il y a encore cette protection parce que il y a eu je dirais qu'il y a eu pas mal de chocs, voilà, et que je me remets tout doucement des dernières agressions, voilà. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous
le reste le suivra, le reste viendra. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt. Bisous.